Aujourd'hui, je fais le point sur le remboursement des consultations du psychologue. Vas-y, quand tu veux, hein. Alors, aujourd'hui, je fais le point sur le remboursement des consultations du psychologue en libéral. Je fais un petit état de santé psychologique des adolescents et des enfants actuellement dans cette situation à 1 an du démarrage du Covid en France. J'essaie de répondre, mais je crois que je vais y arriver, à la question d'un abonné sur l'épisode du complexe d'Oedipe. Et puis plein de petites choses dans ce café des parents du mois de mars, voilà. Le café est là cette fois-ci. Euh, Générique. Alors, dernièrement, j'entendais la Cour des comptes qui demandait à ce qu'on s'occupe très vite du remboursement des consultations du psychologue. Ça fait un petit moment, moi je pense que j'en ai toujours... c'est un espèce de fantôme au-dessus de la profession des psychologues, comme quoi il faudrait qu'on soit remboursé, ça devrait être remboursé, on y réfléchit, on y pense. Et il y a quelques années, j'ai même eu clairement, on va mettre en place des expérimentations sur 3 ans pour tester, voilà, pour voir un peu si c'est viable de rembourser les consultations du psychologue. De ces 3 expérimentations qui ont été organisées par l'État, l'IGAS, voilà, l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, a donc fait un rapport qui date déjà de maintenant d'il y a 1 an, octobre 2019, juste avant le Covid. Je devais en parler avant, mais globalement, avec la situation Covid et tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça a pris un peu de temps, mais ça tombe bien, comme on en reparle avec la Cour des comptes, c'était peut-être le moment de vous présenter un peu ce rapport que j'ai imprimé. Voilà. Alors c'est un grand rapport qui fait plus de 100 pages, même si quand vous le lisez personnellement, vous apercevez qu'il y a vraiment, avant les annexes qui parlent un peu des expérimentations, il y a quoi, 53 pages. 53 pages de ce texte à lire, voilà, avec en gros, si réellement vous n'êtes pas motivé du tout, tout le résumé dans les premières pages. Moi j'ai beaucoup à noter, mais ça vaut vraiment le coup. Moi je vous conseille, plutôt que d'essayer d'écouter ce que les autres en disent, y compris moi, de lire ce document. Ce rapport au départ devait euh, présenter les résultats de plusieurs expérimentations dans lesquelles on intégrait les psychologues dans le parcours de soins, et donc on prenait en compte un remboursement des consultations, voilà, dans différents endroits. Et comme ces expérimentations n'étaient pas encore finies, qu'elles se terminent là dans les mois qui viennent, dans le premier semestre 2020, je crois pour certaines, enfin 2021 en tout cas, c'est ce moment où elles se terminent. Le rapport en est venu à se dire, si on réfléchissait d'abord au postulat de départ qui ferait qu'un psychologue puisse être intégré dans le parcours de soins. Alors le parcours de soins, c'est quelque chose qui est assez clair. C'est le système des remboursements de sécurité sociale qui fait que si vous voulez être remboursé par un des spécialistes, voilà, un gastro, et ainsi de suite, il faut que ce soit une demande qui soit faite par votre médecin généraliste. Ça, c'est pour éviter l'encombrement et la consultation abusive de certains chez les spécialistes. Il faut que ce soit le médecin référent, voilà, on fait un petit papier pour dire quel est notre médecin référent, qui va donc décider si oui ou non, dans le cadre de notre suivi médical, il est important qu'on aille voir un spécialiste. Et à partir de là, on est remboursé par ce spécialiste, vu que ça fait partie de notre parcours de soins. Donc, en gros, si la question du rapport est de dire qu'est-ce qu'il faut mettre au départ, qu'est-ce qu'il faut faire en première partie pour faire rembourser la sécurité sociale aux psychologues, eh bien, tout bêtement, il va falloir les intégrer au parcours de soins. Et là, déjà, c'est un truc qui pêche, notamment pour la fédération et le syndicat, qui mettent en avant le fait que, globalement, on ne veut pas être aux ordres des médecins. Alors, moi qui ai travaillé dans le libéral, je peux clairement vous dire que quand un médecin vous envoie, ce qui n'est pas le cas, c'est pas obligatoire actuellement, mais certains médecins l'ont fait, m'envoie un patient en me disant pouvez-vous voir tel patient, un petit mot, parce qu'il présente des problématiques, des idées noires et ainsi de suite. J'ai jamais eu un médecin qui a fait preuve d'autoritarisme
en exigeant de ma part que j'utilise certaines méthodes, que je lui donne que je lui rende des comptes par écrit même, ne serait-ce qu'un rapport. Son objectif pour lui est que son patient aille mieux, et que d'ailleurs si certains ont continué à m'envoyer d'autres patients, c'est qu'ils se sont aperçus qu'au fur et à mesure les patients que je voyais allaient mieux, et donc ça leur suffisait. Donc ce qui veut dire que ce grand chambardement sur les médecins vont gouverner les psychologues et on ne pourra plus faire ce qu'on veut, là franchement, je pense qu'il faut avoir travaillé dans le libéral pour s'apercevoir que globalement, c'est pas ce qu'on vit. Voilà. Ce rapport est quand même assez intéressant du point de vue réellement, si on le considère, de si on doit intégrer les psychologues au remboursement, ils doivent faire partie du parcours de soins, donc ça implique, parce que c'est la règle, que c'est le médecin qui va demander à ce qu'on suive le patient. D'un autre côté, pour ça, il va falloir donc qu'à un moment, le code de déontologie il soit adopté, voilà, sur le plan institutionnel, au niveau de l'ARS, ainsi de suite. Donc voilà, en théorie, on a suffisamment travaillé sur notre code de déontologie pour pouvoir enfin, voilà, je ne pense pas qu'on va remettre en cause tout ce qui est indiqué dedans, et que s'il est adopté demain sur le plan institutionnel, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de psychologues qui disent non, non, on revient à zéro, ou alors là, il y a vraiment un problème là-dessus. Et aussi, une autre chose, c'est qu'il va falloir créer une instance, voilà, un ordre, en clair, un ordre des psychologues, et en fait, en soi, c'est plutôt assez raisonnable de quand même pouvoir avoir une instance qui va quand même vérifier qu'on fait bien notre travail. Ce qui d'ailleurs implique que dans cette histoire-là, c'est l'ordre qui va vérifier le travail des psychologues, donc l'ordre des psychologues, et pas les médecins généralistes qui vont vérifier le travail des psychologues. Après, bien sûr, là-dedans, il y a des questions qui se posent, ils remettent en cause certaines formations qui ne sont pas du même niveau que les autres, voilà, avec trop peu de recherche expérimentale à l'intérieur. Ils remettent en cause certains stages qui ne correspondent pas à certains critères. Ils veulent qu'on augmente le temps de formation. Enfin, il y a plein de propositions. Hein. Ça, on pourrait aussi parler du remboursement qui est prévu, avec 28 € pour 30 minutes de consultation. Il me semble, c'est ça, 22 € pour 30 minutes de consultation, ou 32 € les 45 minutes, ça c'est pour le premier rendez-vous. Moi personnellement, avec des enfants, je ne fais pas de consultation de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on a à peine commencé le travail. Donc en gros, voilà, vous tapez sur internet remboursement des consultations psychologues ARS, vous tombez sur un lien, vous tomberez assez facilement sur le lien pour avoir ce document, il est téléchargeable gratuitement. Je vous invite vraiment à le lire, surtout si vous êtes étudiant en psychologie, parce que globalement, on est dans une vision de la psychologie remboursée qui, moi, je pense, va arriver. Et ce qui fait qu'en gros, si vous ne voulez pas dans 10 ans vous apercevoir que la formation que vous avez mise en place, elle ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dedans, et ben voilà, vous serez un peu surpris. Donc autant que vous puissiez le faire, en sachant que globalement, moi, je me suis reconnu. Voilà, psychologue du développement, ça correspond à peu près à ce qu'on demande. Voilà, je pense que c'est juste au niveau du stage où ça devra être un peu plus, où j'aurais peut-être dû avoir un stage un peu plus carré, si je devais répondre à ça. Mais bon, c'est pas grave. Si ça doit se faire, je ferai une VAE comme tout le monde. Enfin, j'essaierai de l'avoir. Moi qui suis pas très doué là-dessus. Bref, allez, on passe à la suite. Alors, pour ce qui concerne l'état de santé des patients actuellement, alors, bien sûr, ça concerne que mon vécu par rapport à l'institution où je travaille. Il y a un mois, je vous avais raconté que je démarrais donc dans le milieu hospitalier et que je découvrais la problématique sociale, c'est-à-dire vraiment les difficultés liées, voilà, maltraitance, défaut de soins, enfin tout ce genre de choses-là qui prenaient beaucoup de place dans le cadre hospitalier. Et en fait, là, depuis un mois, ça fait un petit moment, mais depuis un mois, ça commence à être très important. On a une proportion de population avec des problématiques psychopathologiques, psychologiques, psychiatriques, qui viennent remplir les chambres de l'hôpital à un tel point que on sent clairement un débordement actuellement, avec des nombres, voilà, actuellement dans les 2 couloirs de pédiatrie où je travaille, il y a encore une semaine, il y avait 11 à 12 enfants qui étaient là pour des causes psychologiques, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas le cas. Avec surtout comme histoire
des problématiques liées à des tentatives de suicide, des mises en avant de problématiques d'anorexie, des idées dépressives, enfin voilà, des choses assez dramatiques et à des âges assez bas. C'est-à-dire qu'en gros, si on pense tentative de suicide, beaucoup vont s'imaginer que ce sont des adolescents, 15, 16, 17 ans, mais non, parce que on a aussi dans le cadre hospitalier des enfants de 10, 11 ans, voire peut-être moins, qui ont des idées suicidaires et qui ont même, pour certains, fait des passages à l'acte. Donc ça montre que quand même au bout d'un an après le démarrage du Covid, du démarrage aussi du confinement et de tout ce qui a perduré par la suite, c'est-à-dire les restrictions, euh, le deuxième confinement un peu plus modéré, le couvre-feu là qui a lieu depuis maintenant quelques mois, euh, ça met les enfants dans un état psychologique assez difficile, tous, voilà, pas que ceux qui vont à l'hôpital. Je pense que globalement, comme les étudiants, comme aussi d'ailleurs les adultes, comme les soignants, comme tout le monde, on arrive quand même à être un peu usés tous psychologiquement de toute cette histoire. Et chez les enfants, ça va se manifester par un déséquilibre, voilà, un équilibre qui était mis en place chez eux et qui va voilà, du fait des changements de conditions, de l'impossibilité de pouvoir aller se défouler avec les copains au foot, de l'impossibilité de pouvoir avoir de l'attention du parent, pas parce qu'ils veulent pas, mais juste parce qu'eux aussi sont fatigués et que globalement ils sont débordés ou alors ils peuvent rien faire, quoi. Parce qu'à 18h on ne sort plus, enfin il y a toutes ces choses-là, va faire que chez l'enfant, chez l'adolescent, il va y avoir un déséquilibre qui va se faire et donc automatiquement tous les mécanismes de défense qui un peu étaient tassés et s'exprimaient peu sont en train de se mettre en avant, voilà, avec beaucoup d'idées noires pour beaucoup qui passent voilà, par différents canaux, hein, la tentative de suicide, l'anorexie, euh, toutes ces choses-là qui fait qu'on est quand même assez débordé. Alors ça change un peu l'activité en hôpital. Ça demande à faire un peu plus de thérapeutique que ce qu'on a en théorie l'habitude de faire dans ces services avec des enfants qui globalement changent très souvent. Mais là, comme en gros, c'est des enfants qu'on va pouvoir suivre, qu'on va devoir suivre pendant plusieurs semaines pour certains, euh, pour plusieurs jours pour la plupart. Automatiquement, on va avoir l'occasion de les revoir régulièrement et de pouvoir faire un travail un peu plus poussé, même si frustration oblige, comme dans notre métier partout, notre métier qui n'est que frustration. Au final, on s'aperçoit qu'on est juste un petit élément et que l'intérêt pour l'enfant, c'est pas nous notre travail, c'est que nous, on fasse l'amorçage, on fasse le soutien en attendant qu'un suivi beaucoup plus long se mette en place à l'extérieur, et ce qui en général c'est le cas, ce qui est mis en place. D'ailleurs aussi, une autre explication au fait que les enfants restent plus longtemps dans les services hospitaliers pour des problématiques psychopathologiques, c'est que les services psychopathologiques en eux-mêmes sont débordés. Et avoir une place dans les services, dans les institutions de la métropole qui accueillent les adolescents, les enfants psychopathos, ben, ils sont débordés, ils n'ont plus de place, ils sont obligés d'attendre. Les rendez-vous sont éloignés, les prises en charge dans les CMP sont éloignées. Enfin, tout est beaucoup plus compliqué pour le moment. Donc, j'ai pas grand chose de plus à rajouter à ça, si ce n'est qu'on espère que ça va se terminer le plus vite, que pour ça, et ben ça va obliger chacun déjà la vaccination, les gestes barrières. Voilà, je vais pas faire comme tout le monde. J'ai pas envie d'avoir un rendez-vous avec Macron. Donc je n'ai pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés pour vous expliquer les gestes barrières. Je pense qu'on vous les a suffisamment rabâchés. Mais je sais que vous en êtes conscient, même si parfois c'est une grosse frustration. Voilà. J'espère le mois prochain que je vous apporterai de bonnes nouvelles par rapport à cette situation et que je pourrai peut-être parler un peu plus de mon métier à l'hôpital. Parce que pour l'instant, je fais que des constats, je découvre beaucoup, mais parler de mon métier à l'hôpital, ça peut être intéressant et je crois que c'est ce qui va se passer dans les semaines qui suivent. Alors, je prends mon téléphone et je regarde, donc c'est Iman, BNLL, donc on va dire Iman, qui me pose donc la question, vous la voyez, je l'affiche, bonjour, très bonne vidéo, merci. C'est une vidéo sur le complexe Oedipe. Ça me fait toujours plaisir quand vous me dites que c'est des bonnes vidéos. Voilà, souvent je mets des cœurs, voilà, parce que ça me rend timide et j'ai un peu les joues rouges et donc Bref, donc merci, je vais pas en rajouter 3 tonnes. Je voulais savoir comment se déclenche le complexe d'Oedipe chez un enfant qui vivrait seul avec sa mère ou seul avec son père, merci. Là on est sur le cadre du déclenchement de l'Oedipe. Je vous invite à regarder donc le lien
pour la vidéo de l'Oedipe, pour que vous puissiez un peu vous faire votre point de vue par rapport à tout ça, et surtout ma vision, moi, de l'Oedipe sur un critère beaucoup plus psychologie du développement et moins psychanalytique. Comme je l'ai expliqué, l'Oedipe se met en place parce que, à 3 ans, chez l'enfant, il va y avoir la différenciation qui va se mettre en place, et donc l'enfant de lui-même, qui vive avec ou sans ses deux parents, va lui-même découvrir qu'il y a des différences dans le monde et qu'il y a des différences entre ce qu'il est lui, c'est-à-dire un garçon ou une fille, et la personne en face qui peut être aussi un garçon ou une fille. Donc le déclenchement en soi ne se fait pas parce qu'il se confronte aux deux images parents, papa, maman. Il se confronte tout simplement, enfin il se crée tout simplement parce que il découvre qu'il est différent de certaines personnes. Et comme c'est 3 ans en plus, on pourrait se dire, ouais, mais s'il vit qu'avec maman, c'est que déjà il y a un problème, parce qu'en principe à 3 ans, il va être quand même un peu scolarisé. Et s'il ne l'est pas, je vous invite quand même à ce qu'il ait des cousins autour de vous. Sinon, scolarisez-le, parce que ça veut dire que votre enfant va vivre toute seule toute sa vie, et c'est pas forcément tout, c'est très bien. Et donc il va rencontrer d'autres enfants d'autres sexes dans l'école. Donc le déclenchement en soi de l'Oedipe se crée juste parce que l'enfant découvre qu'il y a des différences dans le monde et que lui, son sexe, son genre, être un garçon, une fille, c'est quelque chose qui, chez lui, est différent. Donc c'est là où ça va se mettre en place. Après, c'est sur la mise en place de l'Oedipe avec une maman toute seule ou un papa tout seul, c'est clair qu'on est moins dans les critères liés à la volonté de vouloir se confronter aux parents du même sexe, si le parent du même sexe n'existe pas. C'est pour ça que moi je préfère parler toujours, parce qu'en fait on s'aperçoit que globalement quand Freud a mis ça en place, il était dans une société où le divorce était assez peu usité, où d'ailleurs c'était pas forcément les parents, parce qu'en gros c'est quand même Freud a quand même été un psychologue pour les gens un peu aisés, psychanalyste pour les gens aisés, donc ce qui veut dire qu'en gros c'est quand même des gens qui souvent d'ailleurs n'élevaient pas directement leurs enfants. Et donc, ce qui fait qu'en gros, la présence de la mère dans cette histoire-là, elle était quand même liée à une relation particulière. Nous, on est quand même dans une société, depuis, où on s'est aperçu que l'Oedipe, en soi, et bien sûr, il était chez tout le monde, mais qui ne se vivait pas de la même manière aussi chez les enfants qui n'avaient pas de sous, des enfants qui n'avaient qu'un seul parent, des parents qui avaient 2 parents du même sexe. Dans tous ces critères-là, l'enfant, lui, arrive à s'adapter à cette situation-là. Parce que justement, il va être confronté à d'autres enfants qui, eux, ont des sexes différents. Donc, la possibilité de faire son Oedipe va se faire. Après, le désir d'imitation du parent du même sexe, comme je le dis dans l'épisode, là, ça va être un peu plus compliqué si le parent n'existe pas. C'est pour ça que, dans ces cas-là, et c'est toujours le conseil qu'on donne, c'est pas de regretter de ne pas avoir de papa, c'est plutôt d'essayer de mettre en place, par les oncles, par les parrains, par les cousins, de mettre des images masculines autour de l'enfant qui vont lui permettre d'avoir un espèce de masculine quand c'est un garçon, qui vont lui permettre d'avoir un modèle. Voilà. Et puis parfois aussi c'est la maman qui n'est pas là, parce que j'ai dit à des situations c'est la maman. Donc là, dans ces cas-là, on met autour, voilà, la grand-mère, le grand-père vont devenir des modèles du sexe de l'enfant. Donc pour le démarrage, je m'arrêterai là. Ça démarre comme pour tous les autres enfants, c'est-à-dire je découvre un jour que je suis différent de certains autres qui n'ont pas le même sexe que moi, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Iman. Si c'est pas le cas, refais-moi un petit commentaire. Voilà, donc maintenant vous êtes au courant. À partir de maintenant, je vais essayer de répondre à une question, voire peut-être plusieurs si ça correspond dans les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas, mettez des questions. Voilà, sinon je ne répondrai à rien et je créerai moi-même les questions. Voilà. Voilà en gros, c'était notre 2e épisode de notre Café Psy des 60. Il y a beaucoup de gens, et j'en discute de plus en plus, qui me demandent s'ils peuvent m'apporter leurs aides. J'avoue que moi je suis pas très doué et que en gros je ne sais pas, donc je vais changer la question. Je ne vais pas répondre aux gens qui me demandent est-ce que vous avez besoin d'aide. Je vais plutôt attendre de votre part que vous disiez je peux vous aider ainsi, voilà, passez par le mail s'il y a besoin. Parce que moi, en gros, je n'ai pas conscience pour le moment de l'aide que vous pouvez m'apporter. Moi, ce qui est clair, c'est que je n'ai pas envie de faire payer la chaîne, voilà, parce que c'est une chaîne qui a l'intention au départ de tous les étudiants en psycho, voilà, il y a des élèves, élèves infirmiers, des élèves en diététique aussi, j'ai découvert, voilà, un stagiaire que j'ai rencontré qui m'a dit que sa chaîne allait l'intéresser pour la formation sur la psycho de l'enfant. Donc, je veux pas que cette chaîne soit payante, donc l'intérêt, c'est pas que je vous fasse payer des choses. Je vais pas vous vendre des t-shirts avec mon visage sur le truc, hein, même si je pourrais créer des choses très drôles, mais c'est pas l'objectif. Donc je veux pas que ce soit payant, mais par contre c'est vrai que vu ma difficulté à gérer tout ce qui est Instagram, à gérer tout ce qui est communication de groupe, à essayer de mettre en place ce fameux
ces fameux directs avec vidéo avec les autres, c'est clair que, ou alors audio, c'est clair qu'il y a peut-être plein d'idées que moi j'ai pas en tête et que vous pouvez m'apporter. Donc n'hésitez pas. S'il faut, je ferai peut-être un épisode total complet sur toutes les idées que vous avez eues. Et puis peut-être que ça me donnera l'idée d'avoir cette idée-là. Donc n'hésitez pas. Faut quand même savoir que cette chaîne, maintenant, voilà, les 60 secondes se tournent petit à petit, ils se diffuseront petit à petit aussi. Mais il y en a quand même déjà beaucoup d'avance qui permet de faire... d'avoir de nouveaux abonnés arriver quoi qu'il arrive, parce qu'en gros la psychologie de l'enfant, les théories vont pas changer dans 2 ans. Et donc j'ai plus envie d'axer la chaîne sur ce petit moment-là de discussion entre ma caméra et donc vous et moi, et donc faut pas hésiter, voilà, c'est important que vous mettiez beaucoup de commentaires, pas seulement pour que l'algorithme me mette dans les tops, même si plus on est, mieux c'est aussi parce que moi ça m'aide à avancer. J'ai bien entendu de votre demande de faire des études de cas. Bon, pour faire des études de cas, je vais attendre un peu, j'en ai gardé, voilà, je les écris actuellement, mais pour éviter que, on ne sait jamais, que les parents, les patients que je vois se reconnaissent dans l'étude de cas, je vais attendre quelques mois avant de les sortir. Donc dans quelques mois, il y aura peut-être des études de cas que j'ai vues actuellement d'enfants, voilà, liées à des problématiques que je vois actuellement, de TS, d'anorexie ou quoi qu'est-ce. Donc ça fera par la suite, donc ça je l'ai bien entendu, donc n'hésitez pas, voilà. Ce n'est pas votre chaîne, ça reste toujours la mienne, mais moi je suis quand même ouvert à toute possibilité, et si ça permet qu'elle devienne encore plus conviviale et que vous soyez encore plus heureux, eh ben c'est parfait pour moi. Voilà, ben j'arrive à la fin de mon café. Je pense que nous pourrons fermer pour ce mois-ci le Café Psy des 60, qui, je dois l'avouer, a été très compliqué à mettre en place. Je ne vous raconte pas toute l'histoire d'une journée prévue d'enregistrement où j'ai dû changer pour une histoire de rendez-vous et de travail un peu trop important à l'hôpital. La semaine suivante, j'enregistre pour de bon et je m'aperçois que le nouveau micro que j'ai n'avait pas de pile. Ça peut arriver, hein. En tout cas, les piles n'étaient pas chargées suffisamment. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec plein de vidéos avec un son tout pourri et zéro enregistrement du micro. Donc, ce qui fait que tout à la poubelle. Et donc là, je ne sais pas exactement ce qui va en sortir. Mais je suis content, je suis arrivé au bout du bout et j'ai pu faire donc cet épisode du mois de mars 2021. Allez, je vous souhaite bon courage à tous. Portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Parce que à la caméra on peut. Et j'espère vous revoir avec votre café le mois prochain pour un nouveau Café Psy des 60. Et je vais répondre à la question d'un abonné sur l'épisode. Vas-y. On ne pas donner rien à tout le monde.